Bonsoir à tous. Donc, je suis Thibaut Guillemin, chercheur au lab, et donc je travaille sur le projet Rubin. Donc, voilà. Je suis très heureux de voir beaucoup de gens. Ça fait plusieurs fois que je parle dans cet auditorium, puisque je suis là depuis quand même 10 ans. Mais souvent il est moins rempli quand on fait des événements internes ou des workshops de travail, etc. Euh, donc, vous avez ici une image de cet observatoire, là, avec l'observatoire, et vous pouvez apercevoir un petit peu le télescope qui est à l'intérieur. Et donc, le titre de la conférence, c'est un télescope hors norme pour sonder l'univers à l'observatoire Rubin. Donc, l'observatoire Rubin est situé au Chili. Donc, vous avez une carte ici. Donc, il est situé à environ 100 km d'une ville qui s'appelle La Serena, donc 100 km de la côte pacifique, sur une montagne qui s'appelle Cerro Pachón. Et donc, il est situé à une altitude de 2600-2650 mètres. Donc la construction a démarré il y a 10 ans, donc en 2015, et donc on a pris les premières données cette année. Donc pourquoi le Chili? Donc le Chili est un site exceptionnel pour les expériences de télescopes. Donc il y a déjà beaucoup de télescopes qui sont installés là-bas, et ça c'est lié à la qualité d'observation du ciel qui est là-bas. Donc il y a des turbulences atmosphériques très faibles, il y a un air très sec, donc la vapeur d'eau c'est quelque chose qui va nous polluer, on peut dire, les mesures observationnelles. La météo est excellente, donc il y a des nuits très claires une grande fraction de l'année. Et également, comme il y a déjà d'autres télescopes installés, il y avait tout un système d'infrastructure, et donc il y a eu moins d'infrastructures à mettre en place, où ça a facilité, disons, l'installation de cet observatoire à cet endroit-là, puisqu'il est entouré par d'autres expériences. Un mot sur le nom, donc on l'appelle l'observatoire Rubin, donc c'est en hommage à une astronome de la deuxième moitié du XXe siècle, américaine, Vera Rubin, donc qui a eu vraiment un grand rôle en astrophysique, en cosmologie au XXe siècle, et on lui doit en particulier la première évidence observationnelle de l'existence de la matière noire. Donc je reviendrai sur la matière noire, et donc en observant la vitesse d'étoiles dans une galaxie, elle a pu montrer que ça ne collait pas avec un modèle d'univers sans matière noire. Donc, je vais vous présenter trois parties dans cette enfin, j'ai découpé ma présentation en trois parties. Donc, la première, je vais vous parler vraiment du fonctionnement de l'observatoire et de pourquoi on l'a conçu de cette façon en raison des objectifs scientifiques. Ensuite, je parlerai vraiment de la science qu'on veut faire avec l'observatoire, et en particulier des thématiques dans lesquelles on est impliqué ici au laboratoire. Et enfin, je montrerai les images qui ont été rendues publiques le 23 juin, et je décrirai leur contenu. Donc, je commence par une description de l'observatoire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un observatoire qui est un peu une révolution en astronomie, parce que son objectif est différent des télescopes précédents. En fait, il a une mission fondamentale qui est de faire ce qu'on appelle donc, un relevé, qui en anglais c'est le Legacy Survey of Space and Time. Et en fait, c'est un relevé, c'est de faire une cartographie de l'univers pendant 10 ans. Et donc, on a un plan d'observation qui est tout à fait particulier. Donc, en fait, on va balayer le ciel visible depuis l'observatoire. Donc, ça représente à peu près 40% de la voûte céleste. Donc, on va sonder, en gros, 40% de l'univers en termes de surface. Et grâce à un très grand champ de vue, en fait, on va balayer tout ce ciel observable en 3 nuits, et on va revenir dessus. Et donc, en fait, on va faire une cartographie non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, en revenant sur les mêmes zones de ciel. Donc ça, c'est possible parce qu'on va faire un relevé dit grand champ. Donc, on a une caméra qui va couvrir une grande surface du ciel, et également avec une cadence rapide. Donc on va balayer le ciel toutes les 40 secondes en changeant de position. Et on va également faire ça dans plusieurs bandes de couleurs. Donc je reviendrai sur l'utilisation des fils de couleurs pour obtenir de l'information des observations. Et donc comme ça, on va construire un enregistrement ultra large, ultra haute définition de l'univers. Alors, comment a été conçu l'observatoire pour faire ça? Donc il y a 3 caractéristiques qui sont essentielles. Donc, comme je l'ai dit, ce qu'il faut, c'est un grand champ de vue. Donc, en fait, on a construit
la plus grande caméra digitale au monde. Donc je vais revenir sur la description de la caméra après. Ça, c'est vraiment le premier ingrédient. Il faut avoir une bonne résolution sur un grand champ. Le deuxième, c'est la vitesse d'observation. Donc il faut une monture de télescope qui soit rapide, donc qui permette de faire des pointés différents rapidement, de stabiliser l'optique et de prendre l'image suivante très rapidement. Et aussi, donc, il faut juste déjà que la rotation de la monture du télescope soit rapide. Et dernier point, c'est qu'il faut, comme on veut sonder loin dans l'univers, on va devoir regarder des objets qui sont faiblement lumineux. Et donc ça, il faut en fait un grand miroir. Et donc on a un miroir primaire de 8 mètres qui va permettre de collecter de la lumière pour des objets lointains. Et donc c'est vraiment ce qui a guidé le design du télescope. C'est large, rapide et profond. Donc le wide, fast, deep en anglais. Et donc ça nous permet de construire ce film astronomique. Et donc ici, vous avez une petite animation simplifiée de la façon dont on va observer. Donc voilà, en fait, là, il faut voir que chaque image, c'est une exposition de 30 secondes. On passe à l'image suivante. En fait, la stratégie est un peu plus complexe, mais voilà, en 3 jours, on construit une image de tout le ciel observable depuis l'observatoire, et on va répéter ça pendant 10 ans. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc il y a eu des relevés sur des portions beaucoup plus faibles du ciel, parfois avec une durée plus longue, mais ce volume d'univers sondé de cette façon, ça n'a jamais été fait, et c'est vraiment ce qui a justifié ce projet. Quelques détails en plus sur la structure du télescope. Donc on a, comme je l'ai dit, un miroir primaire de 8 mètres. Et pour atteindre les objectifs liés à la vitesse, on a une structure qui est avec un miroir. Enfin déjà, c'est un système à 3 miroirs, et on a un miroir primaire et un miroir tertiaire qui sont faits dans un même bloc. Donc ici, il y a une petite animation juste d'optique pour comprendre comment se propage la lumière dans le télescope. Donc en fait, la lumière, là, elle arrive du ciel sur le miroir primaire. C'est celui-là qui a le 8 mètres de diamètre. Elle l'envoie sur le miroir secondaire et elle arrive sur le miroir tertiaire et pour envoyer la lumière vers la caméra. Donc ici, vous voyez la structure du télescope là sur ce schéma. Là, c'est ce qu'on voit ici et qui est en haut de la structure. Et ce qu'il faut voir, c'est que la caméra, en fait, elle regarde pas le ciel. Donc la caméra va regarder vers le miroir tertiaire. Donc le miroir tertiaire qui est ici. Donc là, la caméra, elle regarde vers là, en fait. Et donc ça, c'est un peu unique. C'est lié au fait qu'on a une structure à 3 miroirs. Comme j'ai dit, c'est un télescope qui est extrêmement compact. Donc ça, c'était un critère pour pouvoir se déplacer et repointer rapidement. Donc on a quand même, c'est vraiment énorme. Donc c'est 300 tonnes d'acier et d'équipement optique. Donc faut bouger ça avec des conditions de sécurité, etc. Très élevées. Et donc comme j'ai dit, on a une grande ouverture et aussi une forte réflectivité. Donc ça, c'est lié à la qualité des miroirs. Il faut vraiment pas perdre l'énergie lumineuse qui arrive jusqu'au télescope. Ça a bugué, je sais pas, il y a un truc. Juste 2 photos du miroir primaire. Donc à gauche, vous avez une photo du transport du miroir primaire. Donc ça, c'est un tunnel qui est situé quelques kilomètres avant juste la montée vers Tiropachon. Donc comme vous pouvez voir, il n'y avait pas beaucoup de marge. Donc évidemment, ça avait été pris en compte. Et à droite, vous avez une photo donc, du miroir, donc la structure miroir primaire, miroir tertiaire, avec, vous pouvez voir la couche d'argent, donc c'est ça qui va permettre d'assurer la réflectivité du miroir. Donc ça, c'est juste avant l'entrée dans le dôme du télescope. Alors la pièce vraiment centrale pour ce qui est de lire le signal des photons reçus par le télescope, c'est la caméra. Donc la caméra appelée caméra LSST comme le nom du relevé. Donc comme je dis, c'est la plus grande caméra digitale du monde. Donc en taille, en fait, ça, c'est pas très important. Donc ce qui compte, c'est qu'il y a, en fait, c'est le nombre de pixels, donc le nombre d'unités de lecture sur la grille. Et donc ça, c'est 3,2 milliards de pixels. Donc
on utilise souvent une image pour expliquer ce que ça représente. Donc, si on veut lire une seule image acquise en pleine résolution, il faut imaginer une mosaïque de 400 téléviseurs standards haute définition que vous avez. Donc, vous voulez 20 par 20, et là, chaque pixel de votre téléviseur va correspondre à un pixel de la caméra. Et ce qui est, les deux propriétés qui sont fondamentales, donc c'est le nombre de pixels pour la précision, mais c'est à mettre en perspective avec le champ de vue. Donc le champ de vue, il est vraiment gigantesque, donc il correspond à 45 fois la surface de la Lune, donc c'est ce qui est représenté dans le petit schéma à droite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan focal, donc c'est la mosaïque qui permet de lire le signal. Et là, vous avez une lune, et donc vous pouvez en mettre 45. Donc quand vous observez la lune là, dans le ciel le soir, faut imaginer 45 fois ça, et ça, c'est une seule image du télescope avec une résolution complètement incroyable. Et en amont de ce plan focal qui permet la lecture des signaux, il y a un système de changeur de filtre. Et donc, dans l'observatoire, on utilise 6 filtres de couleurs qui vont de l'ultraviolet au proche infrarouge. Donc, vous avez ici, donc on a 6 fils qui ont des noms U, G, R, I, Z, Y, et vous avez les longueurs d'onde. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc l'œil, la gamme de longueur d'onde qui peut être perçue par notre œil, c'est en gros 400-800 mètres, donc c'est un peu plus de 400-800 nanomètres, pardon. Donc c'est un peu plus que deux filtres ici, et donc avant on est dans l'ultraviolet et après on est dans l'infrarouge. Sachant que pour les observations terrestres, on est limité par l'atmosphère, donc on ne peut pas aller très loin dans l'infrarouge, en gros 1000 nanomètres. Et donc ça, c'est une grosse différence par rapport aux expériences avec des satellites, où on va pouvoir, comme il n'y a pas d'atmosphère lors des observations, aller beaucoup plus loin dans l'infrarouge. Et donc ça va permettre de faire des expériences complémentaires entre le sol et les expériences spatiales. Et à droite, là, donc, vous avez une photo des 6 fils de couleurs. Donc c'est des fils qui ont quand même un diamètre de 70 cm et qui pèsent plusieurs dizaines de kilos. Et ça, il faut que le système de changeur de filtre puisse les amener avec une très grande précision et les placer devant le plan focal au cours de la nuit pour pouvoir varier les filtres lors des observations. Quelques détails en plus sur la caméra. Donc, vous avez ici un schéma. Donc, en fait, il y a un système de 3 lentilles, un obturateur donc qui va s'ouvrir seulement quand on est en observation pour protéger et pas avoir de la lumière qui arrive en continu sur le plan focal. Et donc, les filtres, et vous avez ici un aperçu du système changeur de fil. Donc, ils vont être stockés sur le côté et le changeur de fil va amener les filtres pour la bande pour laquelle on veut observer devant la caméra. Et donc ça, on va le faire plusieurs fois par nuit. Et à droite, vous avez une image de la caméra juste avant son installation sur le télescope. Et vous avez par réflexion une image du filtre. Donc ça, c'est un filtre R qui ne laisse pas passer la lumière dans le bleu. Et donc la partie visible ressort. L'image est bleue parce qu'il ne laisse pas passer justement cette lumière et c'est ce qui est perçu par notre œil. C'est une très jolie photo. Un mot sur le plan focal. Donc le plan focal, c'est vraiment le cœur de lecture de la caméra. Donc ici, vous avez une photo lors des tests qui ont été effectués au laboratoire de Stanford, où la caméra a été montée et qualifiée avant l'envoi au Chili. Et donc, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des CCD, donc en français, c'est des dispositifs à transfert de charge. Donc, ça a été dans les années 80-90 la révolution en astronomie. Donc, en fait, c'est des détecteurs au silicium qui vont être sensibles aux photons incidents par effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique, c'est que vous avez des photons, donc de la lumière qui arrive, et ça va générer un courant. Et ensuite, on va lire le courant, et ce courant, en fait, il est proportionnel au flux de lumière incident. Et donc ça a été vraiment une révolution du point de vue de la précision et du point de vue de la rapidité à lire par rapport aux images photographiques.
Et donc, on a une mosaïque de 189 CCD. Donc, vous avez ici une photo d'un CCD. Donc, un CCD tout seul, c'est quand même déjà 16 millions de pixels. Et donc, le pixel, c'est vraiment l'unité de lecture sur la plus petite du plan focal. Donc, c'est ça qui limite la précision à laquelle on peut mesurer, détecter les objets. Et donc ça, ils ont une taille, c'est des petits carrés de 10 microns. Il faut voir que pour des conditions, pour optimiser les conditions de bruit, de lecture notamment, la caméra, enfin le plan focal est dans un cryostat à une température de moins 100 degrés. Si on le mettait à température ambiante, en fait, il y aurait tellement de variations qu'on perdrait presque toute la sensibilité qu'on a en observant pour observer les objets peu lumineux. Un autre gros défi technologique a été la lecture, a été lié au développement de l'électronique pour pouvoir lire tous les pixels en un temps très réduit. Donc en gros, c'est 2 secondes. Donc ce qu'on veut, c'est perdre très peu de temps. En fait, on veut quasiment pas perdre de temps lié à la lecture, et on veut que pendant qu'on va repointer le télescope vers l'image suivante, on lise tout ce plan focal. Donc, et donc ça, il a fallu introduire énormément de parallélisation et d'électronique. Enfin, il y a eu beaucoup de travail de R&D sur l'électronique pour pouvoir relever ce défi. Et donc là, et effectivement, ça marche. On arrive à lire tout en à peu près 2 secondes. Et dernier point que je veux mentionner ici, donc il faut voir que ces 3 milliards de pixels, ils ont en fait, malgré tous les efforts faits au niveau de l'instrumentation, ils ont des réponses qui vont être un peu différentes. Et étant donné la précision qu'on cherche à avoir sur des objets lointains, peu lumineux, etc., il y a un énorme travail d'étalonnage, donc de réponse, d'étalonner la réponse des CCD au flux, et il y a énormément d'effets instrumentaux à corriger. Donc ça, c'est un très gros travail sur le plan focal, pour arriver à la meilleure qualité d'image, pour dire simplement. Dernier défi technologique, et c'est lié à la quantité de données générées par l'observatoire. Donc ici, vous avez une carte du voyage des données à travers le monde. Donc on part du Chili. Donc quand on est en observation, on va prendre toutes les 40 secondes une image de 3 milliards de pixels. Et donc le gros centre de traitement, il est à Stanford, au laboratoire SLAC. Donc les données vont être envoyées immédiatement à SLAC, qui est on va dire le premier centre de traitement de données. Et un défi qu'il a à faire, c'est lié à l'identification de ce qu'on appelle les alertes. Donc en fait, chaque nuit, là, quand on va observer une nouvelle partie du ciel, on va comparer les images enregistrées à des images de référence pour voir ce qui a changé par rapport à cette référence, et identifier des explosions d'étoiles, des phénomènes transitoires au sens large. Et donc ça, il faut voir que étant donné le champ de vue et le nombre d'images prises par nuit, on a jusqu'à 10 millions d'alertes par nuit. Donc là, il y a un énorme travail logiciel pour classer ces alertes et sortir les alertes qui sont pertinentes et les transmettre aux scientifiques et également vers les autres observatoires, pour pouvoir éventuellement que les autres observatoires fassent des mesures complémentaires sur certains secteurs du ciel, si on a identifié des zones, des phénomènes transitoires intéressants. En termes de volume, chaque nuit, c'est 20 terabytes de données. Donc dans ce traitement des données, il y a 2 autres centres qui participent. Donc il y a le centre de calcul du CNRS, qui est à Lyon, sur le campus à Villeurbanne. Et donc c'est vraiment une très très grosse contribution française, puisque la France est engagée à traiter 40%, à stocker et traiter 40% des données produites par l'observatoire. Et il y a un 3e site en Angleterre. Et donc ça, c'est vraiment le traitement de ces images, c'est un traitement multisite entre les États-Unis, la France et l'Angleterre.
Alors, je ne vais pas passer en détail, mais c'était juste pour vous illustrer en fait la complexité. Donc, le schéma d'avant, c'était une jolie carte avec des beaux transferts entre les pays, mais en fait, la réalité, c'est basé sur du software extrêmement compliqué. Donc ça, c'est en gros le schéma avec, vous voyez, les 8 étapes principales du traitement des données. Et voilà, c'est vraiment très compliqué, donc ça correspond à des dizaines de milliers de lignes de code. Et donc ça, il y a énormément de gens qui travaillent dessus, et en général, les gens sont, pour cette partie-là, spécialisés sur un aspect. Donc moi, par exemple, je travaille en fait sur seulement le traitement des images au premier niveau, donc notamment la correction des effets instrumentaux. Et en fait, je travaille même sur un aspect plus précis qui est l'utilisation des données de calibration pour corriger les images. Et donc ça, c'est vraiment un travail collaboratif avec un logiciel, avec du software commun et utilisé par l'observatoire pour faire le traitement des données. Et je voudrais juste mentionner une chose, c'est qu'il y a, pardon, pour comprendre vraiment la science qu'on veut faire, c'est qu'il y a 2 chemins dans le traitement des données. Donc je vous ai dit, là, je vous ai parlé des alertes. Donc, quand on compare les images à des images de référence, donc ça, c'est pour le monde des faits qui va, enfin, c'est pour la science qui va étudier les phénomènes transitoires. Donc ça, c'est qu'est-ce qui évolue dans l'univers qu'on observe. Et il y a le deuxième chemin qui est l'étude de l'univers statique. Donc ça, c'est vraiment le chemin vers la construction d'un catalogue de galaxies à la fin du relevé. Donc, pas vraiment à la fin du relevé, on construit le catalogue petit à petit, mais le but, c'est vraiment de construire le catalogue de galaxies le plus précis possible sur cette immense portion du ciel. Et donc ça, il y a vraiment 2 chemins de traitement des données différents et 2 approches pour les traiter, les stocker et les rendre accessibles aux utilisateurs entre le monde de l'univers statique et le monde de l'univers du ciel transitoire. Alors, après avoir décrit l'observatoire, je vais vous passer une petite vidéo qui permet une visite de l'observatoire. Donc, ça a été réalisé par le CNRS avec Alexandre Boucaud, qui est un collègue ingénieur à l'APC, qui est un laboratoire de Paris impliqué dans Rubin, et qui est actuellement pour 1 an au Chili pour travailler sur le changeur de filtre. Et donc, je vais vous montrer cette visite guidée par Alexandre. Voilà, donc bon, il a répété un certain nombre de choses que j'avais dit, donc j'espère que ça a commencé à rentrer. Et puis je trouve ça joli quand même de voir l'observatoire autrement qu'avec les photos. Avant de passer à l'autre partie, je voudrais juste mentionner un peu l'aspect humain et implication de la France dans le projet. Donc il faut voir qu'un projet comme ça, c'est déjà grosso modo 25 ans. Donc les premières idées qui émergent de ce télescope, c'est à la fin des années 90. Et on va dire le lancement, quand il y a vraiment de la R&D et du projet, disons que la recherche de fonds pour commencer à financer le projet, c'est 2003, c'est la naissance de la collaboration. Et le CNRS a rejoint le projet en 2007, donc pas très longtemps après. Et le LAP est engagé dans le projet depuis 2016, donc près de 10 ans maintenant. Et donc après, il y a énormément d'étapes et ça prend énormément de temps à cause de la R&D nécessaire, à cause des financements qui n'arrivent pas comme ça, parce que c'est un projet qui est quand même très coûteux. Et donc voilà, et déjà au bout de 25 ans, on commence le relevé. Maintenant, le relevé va durer 10 ans et ensuite à l'exploitation des données. Donc ça vous donne, on est sur une durée de projet qui est de l'ordre de 40 ans. Alors la participation française, donc en France, on est une dizaine de laboratoires impliqués, plus de 100 personnes, autour de 150. Il y a eu 3 contributions majeures à ce qu'on appelle la construction du projet, donc vraiment ce qui rentre dans la frise que j'ai présentée précédemment. Donc il y a eu le système changeur de filtre, donc qui a été intégralement conçu et fabriqué dans les laboratoires français, avec plusieurs laboratoires impliqués. Il y a eu un travail sur l'électronique de lecture de la caméra, avec notamment ce qu'on appelle le FPGA qui contrôle la lecture, et un travail sur la qualification des CCD. Donc les CCD, ils ont été produits par des industriels, mais en collaboration avec les laboratoires, parce que c'est des pièces uniques.
Et le calcul et le traitement des données, comme je vous l'ai dit, la France est responsable de 40% du traitement des données, et donc il a fallu mettre en place les outils, le software, pour aller vers ce résultat. Et en plus de ces 3 contributions à la construction, il y a tout un travail côté préparation des analyses pour la cosmologie. Et dans les dernières années, énormément de travail sur les tests de la caméra, les tests du télescope et la validation scientifique des données. D'abord 2 tests et maintenant des données sur ciel. Et donc le LAP est impliqué dans 3 de ces activités. Donc historiquement sur la partie traitement des données, et ensuite sur tout ce qui est lié à la préparation des analyses et sur les tests du télescope au sens large. Alors j'en viens à la deuxième partie. Avant de passer aux images, je voudrais parler un peu de la science qu'on veut faire avec l'observatoire. Donc je vous ai parlé de l'objectif majeur qui est de construire ce relevé, mais en fait il est sur cette cartographie de l'univers, mais en fait c'est évidemment des objectifs scientifiques sous-jacents qui ont amené à vouloir construire ça. Pourquoi on veut faire ça ? Donc il y a 4 grandes thématiques scientifiques qui sont menées associées à ce relevé. Donc il y a la structure, l'étude de la structure et de la formation de la Voie lactée, donc la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. L'inventaire, donc vraiment aller identifier le nombre maximum d'objets dans le système solaire et d'étudier leurs propriétés. L'étude du ciel transitoire, donc ça je l'ai mentionné, c'est vraiment sur ce grand volume d'univers, aller explorer et découvrir un maximum de phénomènes transitoires. Et enfin, il y a l'étude de la matière noire et de l'énergie noire, et donc ça c'est associé à la cosmologie, et donc c'est dans cette thématique que le LAP est embarqué. Alors là, c'est la partie plus compliquée pour moi de la présentation de la conférence. Il en faut en 5 minutes que je vous donne quelques idées sur le modèle actuel de la cosmologie. Donc ici, vous avez une frise chronologique de l'univers. Donc si vous partez de la droite aujourd'hui et que vous allez vers la gauche, c'est le nombre d'années depuis le Big Bang. Donc il faut voir que le modèle cosmologique actuel, il s'est construit grosso modo au cours des 100 dernières années. Donc le point de départ, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et ensuite, le modèle du Big Bang va arriver comme une solution à ce modèle-là à la fin des années 20, début des années 30, et notamment avec l'observation de l'expansion de l'univers, donc à partir de l'observation sur les propriétés d'éloignement des galaxies. Donc, il faut voir que très schématiquement, le modèle du Big Bang, on part d'un état avec une très grande pression, très grande température, petit volume, et qui va commencer son expansion, donc une expansion très rapide au début, et puis qui va commencer à se refroidir. Et au cours de cette étape de refroidissement, il va y avoir des structures de plus en plus complexes qui vont pouvoir se former. Donc d'abord les noyaux, avec la nucléosynthèse primordiale, puis les atomes, puis les molécules, puis ici on est à 300-400 millions d'années, les premières étoiles et les premières galaxies, avec de la formation qui continue au cours de l'évolution du temps depuis le Big Bang. Il faut voir que ce que Rubin va pouvoir observer, donc comme je vous ai dit, il y a ce problème, enfin c'est pas ce problème, disons le spectre visible depuis le sol à cause de l'absorption, à cause de l'atmosphère, on ne peut pas aller observer loin dans l'infrarouge. Or, plus on veut regarder des objets lointains, plus leur lumière va être décalée vers le rouge. Donc on ne peut pas voir des objets très très lointains. Sachant que très très lointain veut dire vraiment lointain, puisque avec Rubin, on va quand même sonder, en gros, des objets qui ont émis leur lumière jusqu'à il y a 10 milliards d'années. Donc voilà. Mais les 5 premiers milliards, grosso modo, les 4 premiers milliards d'années, Rubin ne peut pas étudier. Donc il y a d'autres relevés qui permettent d'aller voir, avec par exemple le télescope James Webb. Lui, sa spécialité, c'est d'aller étudier la formation des premières étoiles et des premières galaxies. Donc à beaucoup plus loin dans le temps. James Webb.
James Webb. Et comme je vous ai parlé de la matière noire et de l'énergie noire, donc c'est vraiment deux ingrédients qui sont essentiels dans le modèle de la cosmologie actuelle. Donc en fait, la formation des premières étoiles et des premières galaxies, elle va se faire dans ce qu'on appelle des halios de matière noire. Donc c'est dans l'univers primordial, il va y avoir des puits de potentiel et où la matière va s'agréger, et c'est dans ces puits de matière noire, dans ces puits de potentiel gravitationnel, halos de matière noire, où vont se former ces objets. Et disons, l'observation des grandes structures ne s'explique que avec ce modèle de matière noire. Et deuxième ingrédient, c'est l'énergie noire. Donc ça, c'est une découverte plus récente, donc c'est la fin des années 90. En étudiant des étoiles d'un type particulier, qu'on appelle les supernovae de type 1A, on a pu montrer que l'expansion de l'univers était accélérée dans l'univers récent. Donc non seulement l'univers est en expansion, mais dans l'univers récent, il y a un moteur qu'on appelle l'énergie noire qui va faire que l'univers accélère son expansion. Et donc aujourd'hui, l'univers accélère plus vite qu'il y a plusieurs milliards d'années. Pour simplifier un peu, notre vision de l'univers actuel en termes de composition et de matière et énergie, c'est ce camembert. Donc en fait, la matière dite ordinaire, nous, les étoiles, les galaxies, cela représente environ 5% du budget matière de l'univers. Ensuite, il y a la matière noire, qui représente grosso modo 25%, et 70%, c'est de l'énergie noire. Donc ça, c'est vraiment, si on ajuste à un certain nombre d'observables le modèle, on peut mesurer ces différentes contributions. Donc le modèle de la cosmologie actuelle, donc il a un nom barbare, lambda CDM, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il a seulement 6 paramètres, et en fait, il prédit un nombre d'observables complètement incroyable sur une échelle de temps vraiment impressionnant, puisqu'on va expliquer des observables liés au fond diffus cosmologique. Donc c'est la première lumière émise après le Big Bang, à la formation des grandes structures, à l'accélération de l'univers. Donc ça avec un modèle qui finalement est à un nombre restreint de paramètres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une situation complètement paradoxale, puisqu'on a un modèle qui va décrire très précisément un grand nombre d'observables, et en même temps, on a un mystère sur 95% du contenu de l'univers. Et disons que c'est pas juste une phrase de physicien, 95% d'énergie noire, de matière noire, c'est vraiment quelque chose de propriété indispensable à l'explication de l'expansion et de la structuration de l'univers, mais sur lesquels on connaît rien. Donc la matière noire, on a des indices indirects grâce notamment à l'effet gravitationnel qu'a cette matière, mais l'énergie noire, on n'a absolument aucune idée du mécanisme sous-jacent. Donc on observe qu'il y a une expansion accélérée et on met un terme énergie noire et un terme dans l'équation, mais physiquement, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et donc c'est deux énigmes qui sont vraiment au cœur de la physique fondamentale actuellement. Donc comment on va contraindre et améliorer ces modèles, et comment on va contraindre le modèle et améliorer notre connaissance sur l'énergie noire et la matière noire avec les données LSST. Donc là, je voulais juste parler de deux sondes cosmologiques. Donc les sondes cosmologiques, c'est quand on va utiliser un phénomène, une observable, pour contraindre les paramètres du modèle et voir si ça colle au modèle ou pas. Et donc ça, il y a une sonde qui joue un rôle absolument crucial dans la cosmologie actuelle, pas seulement dans LSST, c'est aussi le cas par exemple dans l'expérience Euclide, et qui est lié, qui est le, je sais plus ma phrase, l'anti-âge gravitationnel faible. Donc c'est un phénomène qui est lié à la relativité générale. Donc vous avez ici un petit schéma du phénomène. Donc on est sur Terre et on va avoir un amas de galaxies, donc une zone très dense de matière dans l'univers. Et les galaxies dites d'arrière-plan vont avoir leur lumière qui va être déviée
dévier pas à cause de la masse entre l'observeur et la galaxie d'arrière-plan. Et donc ça, c'est vraiment une propriété de la relativité générale. Sans relativité générale, les rayons lumineux iraient en ligne droite et on ne pourrait pas observer ce phénomène de l'anti-âge gravitationnel. Donc après, il y a plein de... donc ça a été observé dans plein de relevés. Donc il y a des arcs, il y a parfois en fonction de la position et de la masse de l'amas, on peut avoir plusieurs images de la même galaxie, etc. Donc il y a plein d'effets. Donc c'est vraiment un effet qui est clé dans la cosmologie. Et à partir de ça, on peut faire une analyse dite statistique en observant un très grand nombre de galaxies. Et cette analyse, elle a un nom très joli de cisaillement cosmique. Et sans rentrer dans les détails, en fait, on va étudier un grand nombre de galaxies. En fait, toutes les galaxies d'arrière-plan, enfin toutes les galaxies lointaines vont être déviées à cause de la masse qui est sur leur chemin optique. Et donc, on peut, en étudiant les déformations des formes de galaxies et en corrélant ça aux cartes la densité aux cartes de densité de matière dans l'univers, on va dire, on peut contraindre les paramètres du modèle cosmologique. Il faut voir que les effets de distorsion des galaxies sont souvent très faibles, donc sauf quand on a vraiment un amas, mais quand on veut passer sur un grand nombre de galaxies et faire l'analyse statistique, on a un effet très faible et donc on a besoin d'une grande statistique. Et donc là, c'est là que LSST est utile, puisqu'on va avoir un catalogue de 20 milliards de galaxies. Et donc là, on va pouvoir sélectionner un échantillon énorme et avoir un pouvoir statistique très fort pour contraindre ça. Donc il y a un certain nombre de sondes cosmologiques. Je vais juste en présenter une deuxième et dernière. Donc c'est les amas de galaxies. Donc ici vous avez une jolie image avec le télescope spatial Hubble d'un amas de galaxies. Et vous pouvez voir justement ce que je mentionnais, les arcs, des déformations de galaxies d'arrière-plan. Et donc c'est une analyse qu'on développe ici au lab. Et donc on va utiliser des données LSST pour aller contraindre le modèle cosmologique à partir des amas de galaxies. Donc en fait, on va compter les amas de galaxies en fonction de leur décalage vers le rouge et de leur masse. Donc pour mesurer leur masse, il faut utiliser l'effet de l'anti-âge gravitationnel. On peut mesurer la déformation et remonter à la masse de l'amas de galaxies. Et en fait, on peut montrer le nombre d'amas de galaxies en fonction de la masse et du décalage vers le rouge permet de contraindre les paramètres du modèle cosmologique. Et comme pour les galaxies, donc là, on va avoir un très grand nombre d'amas très massifs qui vont permettre de contraindre le modèle. J'en arrive à la troisième et dernière partie avec le chemin final vers les premières images. Et les images quand même. Donc juste les événements clés de la dernière année. Il faut voir qu'il y a un an, enfin maintenant un peu plus d'un an, la caméra LSST n'était pas encore au sommet. Donc elle était fin 2023, on finissait les tests de qualification de la caméra à Stanford. Ensuite, début 2024, elle a été préparée pour être envoyée au Chili. Et donc vous avez quelques photos ici. Donc elle a voyagé dans son Boeing particulier entre San Francisco et Santiago, et ensuite un camion a fait la route de Santiago jusqu'au site de l'observatoire, et elle est arrivée sans encombre à l'observatoire. Ensuite, fin 2024, je ne l'ai pas mis là, mais on a installé le miroir primaire sur le télescope. Donc fin 2024, le télescope était complet, et avec une caméra de test, on a commencé à prendre les premières images sur ciel, mais avec une caméra qui était beaucoup plus petite que la caméra. C'était pour valider en parallèle tout ce qui est lié à la dynamique du télescope. Et la dernière étape majeure, c'est mars 2025, donc il n'y a vraiment pas si longtemps, l'installation de la caméra sur le télescope. Donc vous avez quelques photos ici. Donc ici, vous voyez, elle est passée, donc elle était dans une salle de test de l'observatoire. Et ici, vous avez la plateforme élévatrice, et elle va rentrer dans le dôme pour être installée et pointée vers le miroir tertiaire.
Et ça nous amène aux premiers photons sur ciel qui ont été observés dans la nuit du 14 avril 2025. Donc voilà, c'est vraiment une date clé dans le projet. Donc vous avez ici la salle de contrôle au cours de la nuit du 14 avril. Si vous êtes très observateur, vous pouvez reconnaître Alexandre qui vous a fait la visite, qui est ici. Et voilà. Et donc là, il y a plein de collègues avec qui on collabore, qui avaient la chance d'être là-bas à ce moment-là. Et puis, il y avait aussi plein de gens sur Zoom. Donc voilà, on utilise Zoom beaucoup pour le meilleur et pour le pire, mais voilà, ça permet quand même d'interagir rapidement avec les gens. Et donc vous pouvez voir, voilà, il y a beaucoup de sourires. C'était vraiment incroyable en fait. Et donc le 23 juin, il y a eu les premières images qui ont été rendues publiques. Donc ça a été sous le nom Rubin, gros événement médiatique sous le nom Rubin First Look. Donc il faut voir qu'à partir du 15 avril, on a pris des données quasiment chaque nuit. Et donc on a atteint des excellentes performances du télescope extrêmement rapidement. Avec de nombreuses nuits, on prenait plus de 500 images. Donc il faut voir que pour le relevé, on va les performances nominales, c'est 800 images par nuit. Donc on n'en était pas très loin, avec un petit bémol que le télescope pointait dans des régions assez proches. Ça, c'est encore une optimisation qu'il y a à faire sur le site. On a pris des images dans les 6 filtres qui sont considérés pour les observations. Et on a observé différents types de champs, des champs denses d'étoiles, des champs pour observer les galaxies, etc. Et donc le 23 juin, il y a eu une sélection d'images qui a été rendue publique, et c'est un avant-goût de ce que va faire Rubin pendant 10 ans. Donc j'en viens aux images. Dernière diapo avant de montrer les images. Donc déjà, il y a un site, si vous voulez après aller voir les images, avec des images, des vidéos, il y a plein de trucs très cool. Donc première image rendue publique, c'est des images de la nébuleuse dite Trifide et de la lagune. Donc là, sur ces images-là, on va pointer dans notre Voie lactée, et donc on va regarder des images avec une grande densité d'étoiles. Donc là, on est juste à 4000 années-lumière, vraiment dans la galaxie. Et en gros, c'est la combinaison de 600 images qui correspond à 6 heures réparties sur 4 nuits. Et ce que je vais montrer, en gros, c'est un facteur 1.3 près. En gros, c'est le champ de vue de la caméra. Donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre en tête. Si on avait juste pointé en fait sur cette zone-là pendant 6 heures avec la caméra, eh ben, on aurait obtenu ça. Donc voilà, ça c'est les nébuleuses de la lagune et Trifide. Et donc comme je le dis, là c'est la résolution, c'est le champ de vue quasiment de la caméra. Donc vraiment, on prend une image, c'est la taille du champ de vue. Donc c'est vraiment incroyable. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait là, on peut vraiment zoomer, et il y a encore un niveau de détail. Donc je vais vous montrer 2 exemples. D'abord, on peut zoomer sur cette nébuleuse Trifide. Donc là, j'ai zoomé grosso modo 100 fois déjà quand même par rapport à l'image complète. Donc en gros, ça revient à regarder juste 1/100 de ce fameux plan focal. Et donc ce qu'on regarde là, c'est ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles. Donc en fait, il y a une très grande densité d'étoiles en formation. Et donc oui, juste au niveau des couleurs, on reconstruit les couleurs à partir des observations dans les différents filtres. Et ce qui apparaît rose ici, en fait, c'est de l'hydrogène ionisé qui est émis, et c'est la lumière émise par ces étoiles en formation. Alors que le halo bleu autour, c'est de la lumière qui est diffusée par ce qu'on appelle la poussière stellaire. Donc c'est la poussière d'étoiles autour de ces étoiles en formation. Et donc ça, c'est de la lumière qui est diffusée, alors que ce qui est rouge ici, c'est vraiment la lumière qui est émise directement par ces étoiles en formation. Si je reviens à cette image, une autre chose qui est intéressante, c'est de regarder ce qui ressemble ici à un mur orange. Donc on peut aussi se dire que c'est du gaz avec sans résolution particulière.
Mais en fait, c'est vraiment un mur d'étoiles qui sont résolues grâce à la précision des observations. Donc là, si on zoome sur cette petite zone qui est en gros facteur 200, donc là, on a zoomé, donc là on est sur une toute petite partie du plan focal, et en fait ce qui est complètement incroyable, c'est que chaque point là qui apparaît orange, en fait c'est une étoile. Et donc Rubin va être capable d'identifier, donc je vous laisse compter le nombre d'étoiles, et de mesurer les propriétés, donc le flux, la position, le flux des étoiles, et donc de faire un catalogue des étoiles de la Voie lactée complètement, enfin c'est vertigineux quoi, voilà. Deuxième image rendue publique, complètement différente. Donc c'est l'amas de la Vierge. Donc là, on va pointer en dehors de la Voie lactée. Donc dès qu'on sort de la Voie lactée, on a une densité d'étoiles qui est beaucoup plus faible. Et donc on va observer les galaxies, des galaxies lointaines. Donc c'est un amas qui est connu et qui est situé à 50 millions d'années-lumière. Et donc là, on a combiné environ 1000 images aussi dans 4 bandes. Ça correspond à 10 heures d'observation. Ça a été pris sur 7 nuits différentes. Et là, on est un peu plus de 2 fois le champ de vue et donc, de la caméra. Mais donc, c'est pas, enfin, voilà, ça représente rien par rapport à ce que va observer LSST. Et donc, voilà l'image de l'amas de la Vierge. Et donc là, c'est complètement différent comme observation, puisque là, on est en train vraiment d'observer des galaxies. Donc, il y a environ 10 millions de galaxies sur cette image. Parce que là, c'est pareil. En fait, on ne voit pas, mais on peut zoomer de la même façon et aller voir les galaxies individuelles. Donc, il y a des étoiles brillantes de premier plan, mais après, tout ce qu'on voit, ce sont des galaxies qui elles-mêmes sont remplies d'étoiles. Et donc là, on peut zoomer de la même façon sur une zone de l'image. Et je veux juste dire que ça, c'est les images qui sont rendues publiques. Donc vous allez sur le site, vous pouvez zoomer, vous pouvez ouvrir l'image. Donc vous ne pourrez pas ouvrir l'image en fait grand format avec votre PC, ça ne marchera pas. Mais il y a des images avec une résolution légèrement réduite et vous pouvez zoomer. Donc là, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment disponible ça. Et donc voilà, donc ça c'est le petit rectangle rouge de l'image d'avant. Donc en gros un zoom 100 fois, on a zoomé avec un facteur 100. Et donc vous voyez des magnifiques galaxies spirales. Donc on a l'impression qu'elles vont peut-être même rentrer en collision. Mais en fait, ça, c'est le problème des images 2D. C'est des galaxies qui sont connues et en fait, elles ne sont pas du tout situées à la même distance de la Terre. Donc il n'y a aucun risque qu'elles interagissent. Un autre truc sur les couleurs, donc tout à l'heure je vous ai dit, en fait on va choisir des facteurs, pour la partie, quand on veut faire de jolies images et mettre en évidence certains phénomènes, on peut optimiser les coefficients avec lesquels on combine les images des différentes bandes. Et donc on va utiliser les coefficients différents, par exemple si on regarde la Voie lactée, donc c'était l'image précédente, ou si on regarde ici des champs de galaxies. Et ici, on est beaucoup plus près de ce qu'on va utiliser pour faire de la cosmologie. Et donc, par exemple, vous pouvez voir plein de petites galaxies qui apparaissent ici comme des points rouges à cette échelle. Et en fait, c'est des galaxies qui sont lointaines et qui vont émettre plus vers le rouge. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va respecter en combinant les couleurs des différents filtres. Et juste pour vous montrer, on peut encore zoomer avec un facteur 10 ici. Et donc voilà. Et donc là, on a un magnifique trio de galaxies spirales qui est en interaction. Et donc en fait, on voit des nuages ici qui sont vraiment liés aux étoiles qui interagissent entre ces galaxies. Donc on appelle ça des effets de marée. Et donc là, on voit ces étoiles, ces 3 galaxies qui interagissent. Donc là, par contre, elles sont au même plan et elles sont en train d'interagir. Enfin, elles étaient en train d'interagir de cette façon-là il y a 40 millions d'années, puisqu'elles sont situées à cette distance-là. On ne sait pas comment elles sont maintenant. Et on arrive à la conclusion. Donc, comme je vous ai dit, la mission scientifique du projet, c'est de faire ce relevé de 10 ans. Donc là, on est en train de faire les tests pour arriver à lancer ce relevé. Et donc, on devrait démarrer le relevé environ au début de l'année prochaine, donc dans 6 mois.
Donc là, on est en train de prendre on commence ce qu'on appelle une campagne de validation scientifique. Donc c'est vraiment essayer de valider tous les ingrédients pour pouvoir déclarer, lancer le relevé. Donc pour ce qui est de ce que le projet va rendre public, donc il y a une première étape à l'été 2026 où il y aura un sous-ensemble de ces données qu'on est en train de prendre actuellement de validation scientifique qui seront rendues publiques. Rendu public veut dire rendu disponible aux collaborations scientifiques, plus exactement. Et ensuite, on aura l'étape vraiment clé pour la science, c'est lorsqu'on aura accumulé un an de données, donc normalement toute l'année 2026, et là on fera ce qu'on appelle un data release, donc une publication officielle des données, ce qui correspondra à un an d'observation, et donc ça, le temps de traiter, etc., ça devrait arriver au cours de l'année 2027. Et donc, on peut prévoir des premières contraintes cosmologiques avec les données de la SST, en gros, dans 3 ans, vers 2028. Et pour finir, je veux juste mentionner qu'il y a d'autres grands relevés en cours. Donc, il y a notamment le Dark Energy, le relevé spectroscopique sur l'énergie noire, qui est une expérience aux États-Unis, et l'expérience Euclid, qui est une expérience de télescope spatial. Et donc LSST, DESI et Euclid vont vraiment pousser une marche supplémentaire dans les contraintes du modèle standard de la cosmologie, et c'est très probable qu'on sorte du modèle standard de la cosmologie dans les 10 prochaines années. Je m'arrête là. Merci.